Il y a des personnes qui pensent que les extraterrestres existent. D'autres personnes qui pensent que les extraterrestres n'existent pas. Il y a encore d'autres personnes qui pensent que le paradoxe de Fermi explique pourquoi nous ne rencontrerons jamais les extraterrestres. Et puis au milieu de tout ce monde, il y a un gars qui s'est dit « mais moi je ne vais pas attendre. Moi je vais directement aller rencontrer les extraterrestres en allant chez eux. C'est plus rapide. » L'histoire que vous allez découvrir est très intrigante. La personne est très intrigante, surtout que pour une partie d'entre vous, il y a des gens qui vont se dire « mais attends, je le connais lui, dans les années 90, il n'a pas fait une émission qui s'appelle Striptease ?» Très bizarre ce monsieur finalement. Il a un prénom ce jeune homme, il s'appelle Jean-Claude. Et Jean-Claude, il a réellement construit des engins spatiaux. Sa vie, elle est marquée par tous ses rêves qu'il avait. Elle est aussi marquée par la relation un peu étrange qu'il avait avec sa mère Suzanne, qui a un rôle à jouer au milieu de tout ça. Alors bien au-delà de la vidéo qu'on connaissait de lui sur internet ou la télévision, j'ai voulu en savoir plus sur tout ça. Je m'appelle Fabien Licard, je suis mentaliste et à ce titre, j'avais à cœur de comprendre le fonctionnement de Jean-Claude, comment on en arrive à créer des secoupes volantes. Vous allez être les premiers étonnés de tout ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, c'est parfois à peine croyable. Avant de commencer, laissez-moi néanmoins vous présenter notre partenaire du jour, c'est Detective Box. Si vous ne les connaissez pas encore, Detective Box, c'est une expérience d'enquête immersive à faire à la maison, seul, entre amis ou en famille, qui va vous plonger au cœur d'enquêtes de difficultés et de durées toutes différentes. Donc il y en a vraiment pour tous les profils d'enquêteurs. Ce qui rend les enquêtes hyper immersives, c'est vraiment l'ensemble des indices physiques qu'on peut retrouver dans la box, comme des rapports d'enquête. Il y a des photos, il y a des scellés, il y a aussi la plateforme interactive sur laquelle on peut s'appuyer tout au long de nos recherches, qui nous permet d'interroger des suspects, d'analyser des indices, d'échanger avec des collègues en visio. Bref, c'est hyper immersif et addictif. Aujourd'hui, je vais surtout vous présenter l'enquête Ciao Bella, car elle a une petite particularité incroyable. Quand vous arrivez à la fin de l'enquête, vous débloquez un accès pour une chasse au trésor qui a lieu dans la vraie vie. Vous pourrez en savoir plus directement sur leur site, mais en gros, vous avez la possibilité de remporter jusqu'à 10 000 € en résolvant la chasse. Voilà, je pose ça là. Par contre, attention, encore une fois, pour pouvoir s'engager dans cette chasse, il faut d'abord faire ses preuves en venant à bout de Ciao Bella. La chasse commence le 22 mars. Vous avez donc encore une bonne dizaine de jours pour vous procurer la Detective Box concernée. Pour participer ensuite à la chasse, soyez rapide, je vais vous mettre un lien en description si vous voulez tenter l'aventure. Avec le lien, vous bénéficierez directement de 10 % de réduction sur votre achat, un achat qui peut donc vous rapporter 10 000 €. Voilà, bonne chasse! Jean-Claude est né le 19 mai 1945 à Marcillac-Lanville. C'est un petit village qui est à côté d'Angoulême. Il faut tout de suite parler de Suzanne. Pour comprendre Jean-Claude, on est obligé de passer par le prisme de sa maman Suzanne. Jean-Claude ne s'est jamais pris pour un homme ordinaire et pour cause, selon sa mère, il n'en est pas vraiment un. Selon sa mère, il est le fruit d'une union particulière. Dans la nuit que je me suis mariée, cet extraterrestre est venu. Ou alors est-il venu avant, enfin j'en sais rien. On ne les voit pas, on ne les sent pas. Quand, 2 mois après, je suis malade. J'ai envie de dégueuler, j'ai dit qu'est-ce que c'est que j'ai attrapé là? Je vais trouver le toubib. Et il m'a dit, madame, vous êtes enceinte. Je vais vous faire voir le père de Jean-Claude. Voilà le papa et voilà le fils. C'est pas intéressant, c'est un extraterrestre. Suzanne est convaincue d'avoir eu Jean-Claude avec un extraterrestre. Elle déclare avec assurance et conviction que lors de sa nuit de noces, un extraterrestre a profité de son sommeil pour la féconder. Alors attention, ça peut prêter à sourire, mais derrière cette histoire, il y a une femme avec un passé rempli de blessures qui explique tout. Avant de continuer, soyez prévenus, l'extrait qui va suivre peut être difficile à entendre. Suzanne va raconter une enfance douloureuse qui parle de maltraitance. Si vous sentez que ce passage pourrait être trop dur pour vous, n'hésitez pas à couper le son et à passer en suivant la bande colorée qu'on va mettre au montage à cet effet. La dernière fois, vous nous aviez raconté que Jean-Claude était le fils d'un extraterrestre. Je couchais toujours toute seule. Et je ne couchais pas avec d'autres, ni d'étrangers, ni rien du tout. Mais vous couchiez pas avec votre mari? Non, je voulais pas coucher avec des hommes parce que j'avais été étant jeune et je n'avais jamais couché avec des hommes. Oui, à l'âge de 9 ans. Et alors j'allais à l'école là, parce que je restais chez ma grand-mère parce que mon père s'est tué, j'avais 10 ans. Et le train qui l'a tué, il était sourd en revenant de la guerre. Il était sourd ou sourd? Sourd.
sourd. Il n'entendait pas parce que les canons, il avait crevé le tympan des oreilles. Alors il n'avait pas entendu le train, il s'est fait écraser. Et puis alors là, ça a été notre chance parce que ma mère, dans le chagrin, s'est tuée elle avec. Elle s'est foutue sous le train avec. Elle n'a pas songé à nous. On était 5 dans la famille. Alors on était tout seuls, alors on a été foutus à l'assistance publique. Alors ma grand-mère nous avait pris, mon frère âgé de 2 ans de plus que moi. Oui, alors j'allais à l'école donc chez les bonnes sœurs, là, tous les matins, je passais tranquille, quoi. Puis alors il m'a offert des bonbons, bon je les ai pris. Qui? Ben ce gars-là, je me rappelle pas de son nom, moi j'ai pas su jamais son nom. Mais je sais pas pourquoi que j'ai été dans son écurie. Ou alors qu'il m'a dit d'aller voir un cheval, je crois, un cheval qu'ils avaient juste acheté, les propriétaires, et pour voir s'il était joli. Puis alors là-bas, il m'a et quand il m'a je pouvais plus marcher quand j'ai été trouver les bonnes sœurs à l'école, qui étaient pas loin, à 100 mètres. Et alors je pleurais, et puis alors j'ai expliqué, alors tout parlait, qu'elles ont téléphoné à la gendarmerie, et il a été vitement ramassé, le gars, et moi j'ai fait 4 mois d'hôpital. Affirmer que Jean-Claude est né d'un extraterrestre, c'est peut-être une façon de fuir la réalité qui parfois est trop dure. C'est une forme de déni sur ce qui s'est passé parce que c'est plus acceptable dans le cerveau. Vous savez, un trauma, c'est un présent qui n'arrive pas à être enregistré en mémoire à long terme. Ça tourne en boucle. Alors parfois, on peut l'effacer en se racontant une nouvelle histoire. Ne croyez pas que Suzanne est dénuée de courage ou du sens de la vaillance. Elle a fait des choses très dures. Ah, moi, je ne suis pas méchante. S'il y a des gens qui me font des misères, au contraire, je leur parlerai doucement pour qu'ils arrivent un petit peu à se faire bouffer. Oh non, faut pas avoir pitié des hommes qui veulent vous battre, hein. Oh, moi, j'en ai pas pitié. Je me suis battu avec des Allemands, j'en ai tué un aussi. Il y avait un Allemand, un gradé. Je lui faisais envie parce qu'il paraît que j'étais très jolie étant jeune. Et moi, j'étais dans le maquis à ce moment-là. Ah, c'est quand vous vous appeliez Mimi? Oui. Et ben enfin, mes copains sont venus après tout de suite, une fois que j'ai eu parlé aux Allemands. J'ai dit, mes pauvres, écoutez, il m'a dit qu'il voulait me payer à manger. J'ai dit, comment on bouffe pas trop, moi je vais en profiter, mais vous me surveillerez. Et alors, quand on a eu fini de manger, on a monté, je savais bien que c'était pour coucher avec moi. On a monté dans la chambre, et puis je me suis occupé, pour l'occuper, quoi, j'ai quitté ma robe, tout ça. Et puis le temps qu'il était à la toilette, qu'il me tournait le dos, hop, ma robe, je l'ai donnée au gars, qui était dessous la fenêtre, là, qui m'attendait. Et alors, quand il a eu fini, le gars, il a voulu m'attraper, ça me faisait pas trop plaisir, mais c'est moi qui l'ai attrapé. Je l'ai poussé jusque sur le lit. Quand il a été sur le lit, il a tombé, bien sûr, sur le lit. Alors moi, je me suis couché dessus. Et puis, il y avait son revolver que j'étais là. J'ai pris son revolver, plomb. Et puis alors, j'ai laissé son revolver, mais moi, j'ai sauté par la fenêtre. Il y avait des gars qui m'attendaient, là. Mais vous avez tiré? Ils m'ont attrapé. Oui, j'ai tiré, je l'ai tué. Et alors? Elle le dit elle-même, hein, elle n'est pas méchante. Elle ne sait peut-être pas bien ce qu'elle veut, mais une chose est sûre, elle sait ce qu'elle ne veut pas, ou ce qu'elle ne veut plus. Elle ne veut plus être maltraitée. Lorsqu'elle rencontre le père de Jean-Claude, elle fait ce qu'elle pense devoir faire, trouver un mari avec une petite exploitation agricole capable de lui assurer une certaine stabilité dans la vie. Sauf que ce mari n'a rien d'un homme tendre. Au contraire, il est extrêmement violent. Jean-Claude est le premier enfant à naître. Il sera suivi ensuite d'une petite sœur qui s'appelle Claudette. Alors, il n'y a pas trop d'archives dessus. Suzanne parle assez peu de Claudette. Il n'y a pas forcément de photos qui circulent à son sujet. Jean-Claude a écrit un livre dans lequel il écrira « Maman quitte le domicile conjugal. La vie n'est plus tenable à la ferme. Désormais, notre quête du bonheur se fait au gré des déménagements. » Effectivement, Suzanne va déménager plusieurs fois avec ses 2 enfants pour les protéger de leur père. Seulement, sans les revenus de l'agriculture, elle ne peut plus subvenir à leurs besoins. Elle va se faire retirer la garde et les 2 enfants vont être placés séparément dans des pensionnats pendant 7 ans. Jean-Claude écrira, toujours dans un livre sur lequel je reviendrai tout à l'heure, il écrit « 7 années de déchirure, de repli sur soi, de sentiments d'injustice ». À l'internat, Jean-Claude, jeune adolescent, subit abus et attouchements. Il dira plus tard que ça l'a cassé et qu'il y a perdu toute sa jeunesse. À l'âge de 16 ans, il quitte ce pensionnat de l'enfer et part travailler chez un agriculteur qui va le proposer à un riche propriétaire dont il dira avoir été finalement l'esclave. Il travaillait 7 jours sur 7, 10 heures par jour.
Et la nuit, après cette très longue journée, quasiment interminable, il levait les yeux au ciel, il contemplait les étoiles, il rêvait d'ailleurs, d'une autre vie, d'une vie qu'il connaît bien parce que sa mère lui en avait quand même beaucoup parlé de ces petits bonhommes là-haut. À 21 ans, la tutelle qui s'est exercée sur lui prend fin et il décide de partir direction Bordeaux. Et alors qu'il est posé sur le port devant un navire norvégien qui s'appelle l'Altafjord, le gardien l'interpelle et lui dit « Nous recherchons du personnel de navigation ». Jean-Claude dit qu'il n'a jamais travaillé sur un bateau, qu'il n'a aucune qualification dans ce domaine, mais c'est pas un souci pour eux. Et le voilà parti pour 6 années dans la marine. Oui, le même gars qui construit des soucoupes volantes dans son jardin qui passe dans l'émission Striptease, il part dans la marine pour 6 ans. C'est aussi à cette période qu'il va lire de plus en plus de science-fiction dans des ouvrages, des livres, ou qu'il va s'intéresser à des films comme E.T. Après ces années sur l'Altafjord, il va rejoindre un autre navire, un navire suédois, le Palma, qui va lui faire découvrir le Japon, mais aussi l'Inde. Et en séjournant là-bas, il va découvrir une immense culture religieuse et ésotérique qui va faire de lui un adorateur de Surya, le dieu du soleil. Il découvre qu'il a un don, sans doute, en tout cas selon lui, transmis par Surya, celui de regarder le soleil pendant plusieurs minutes en continu, sans cligner des yeux, sans se brûler la rétine. Pour lui, c'est une révélation, il pense vraiment qu'un dieu vient de lui transmettre un don. Ce qui est assez amusant en soi parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert comme don d'être capable de regarder le soleil dans les yeux. Mais il a le don. Il n'empêche que lui, il y croit dur comme fer et il se place lui-même au-dessus de la condition de simple mortel. Après tout, son père, selon sa mère, c'est pas n'importe qui. Donc ça, c'est déjà une sorte de révélation pour Jean-Claude. Et pas longtemps après, il va découvrir autre chose. C'est une autre révélation en quelque sorte. En tout cas, cette autre-là va transformer sa vision de la vie et ses buts dans la vie. Ça se passe un soir, il est à bord du cargo, donc du Palma, et il s'approche de la zone, la fameuse, le triangle des Bermudes, le petit truc comme ça pointu. Jean-Claude a une révélation mystique. Il est de garde à la timonerie et à minuit, une alarme retentit, les appareils de navigation bougent à toute berzingue dans tous les sens. Ça dysfonctionne. Jean-Claude va écrire sur ce sujet-là, les compas tournaient comme des toupies, on a dû arrêter les machines. Sauf qu'un cargo de 85 000 tonnes, ça s'arrête pas comme une mobilette, t'appuies pas sur la poignée. Donc ils ont continué comme ça pendant une vingtaine de kilomètres, dans un étrange brouillard lumineux, toujours selon Jean-Claude. Juste après ça, la sonnerie du pilotage automatique se déclenche, signalant une panne. L'appareil est donc hors service. Jean-Claude, qui est chargé de tenir la barre, constate que le compas est incapable de fournir une seule direction viable, seul sur la passerelle. Tandis que tout l'équipage s'active à régler la panne pour redémarrer, une angoisse l'envahit. Le cargo semble irrésistiblement attiré par la masse de brouillard lumineux qui s'étire un peu à l'infini devant lui. Le pétrolier se retrouve comme avalé, absorbé dans cette brume qu'il va qualifier d'extrêmement lumineuse, comme s'il y avait plein de petits carrés lumineux qui scintillaient à l'intérieur. Et face à cette brume scintillante, Jean-Claude est subjugué, jusqu'au moment où tout revient d'un coup à la normale. Pour lui, il y a trop de coïncidences. Déjà, le fait qu'il était le seul à voir cette brume scintillante. C'est le seul à avoir constaté l'affolement du compas, plus la panne de pilotage automatique. Pour lui, tout ça, c'est pas un hasard. C'est un signe. Il est convaincu que ce phénomène étrange s'est produit dans un seul et unique but. Lui transmettre à lui un message qui est « Je ne suis qu'une poussière, un petit humain qui a été transporté à l'intérieur d'un immense cerveau. Je suis le dépositaire de la mémoire de l'humanité. » Oui, Jean-Claude pense être élu chargé d'une mission pour les extraterrestres. Jean-Claude, encore un Claude d'ailleurs. Et sa mission serait de revenir au triangle des Bermudes pour aller sur l'étoile d'Altaïr. C'est lui qui dit en tout cas. À partir de ce moment-là, Jean-Claude va rentrer dans une sorte de mutisme. Il ne parlera plus beaucoup, en tout cas, il ne parlera plus d'autre chose que des phénomènes paranormaux. Il est persuadé d'être un élu, qu'il est dépositaire d'une mission, qu'il doit l'accomplir. Le 12 janvier 1970, le cargo arrive à Malaga et Jean-Claude demande à être débarqué du Palma. Enfin, ça, c'est selon Jean-Claude. Parce que le fait qu'il ait demandé à débarquer du Palma, ça provient de son témoignage à lui, de ses dires, parce qu'il y a d'autres sources qui indiquent qu'il aurait plutôt été débarqué de force pour, je cite, « bizarrerie à bord ». Jean-Claude entreprend de construire sa soucoupe volante qu'il nomme le Ladritan. Sa logique est très simple, si un paquebot de plusieurs centaines de tonnes a pu être détourné de sa trajectoire pour être aspiré par le triangle des Bermudes, alors sa soucoupe, qui est plus légère,
y parviendra d'autant plus. Quand même une logique derrière tout ça. Alors il va retourner en Charente, vivre avec maman à Germinac. Alors pas seul parce qu'elle a trouvé un nouveau compagnon. Jean-Claude va travailler, il va affûter des scies et il met surtout toute sa paye dans la réalisation de sa soucoupe pendant plus de 15 ans. Ce que je veux que vous compreniez par là, c'est que Jean-Claude est soutenu par sa mère et son beau-père dans cette entreprise, mais que tous participent financièrement à la construction du Ladritan. C'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas que des farfelus quoi. Ils mettent tout leur pognon là-dedans. Jean-Claude, il se tue à la tâche pour tout réinvestir dans sa soucoupe. Il n'est pas en train de faire genre il croit à quelque chose. Là, pour une fois, on ne parle pas d'un gourou qui a des adeptes qui financent à sa place. Le gars, il y va et sa famille paye avec lui. Voici les premières images qui ont été tournées chez lui où Jean-Claude raconte comment le Ladritan a été conçu et surtout, c'est le plus intéressant, comment il fonctionne. Disons que je l'ai fait en deux temps. Une partie qui s'est construite à l'intérieur dans les bâtiments et depuis juillet 79, la coque qui s'est construite dans cette cour. On dirait une coque de bateau, est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Le principe de cette coque est comparable à une coque de bateau avec des armatures semblables à un bateau. Alors combien de temps? Donc 1 an et demi à peu près pour faire... 1 an et demi pour faire la coque. Je me suis fait aider de mes parents et puis de quelques amis. Et si on demande à Suzanne, sa maman, ce qu'elle pense de Jean-Claude, voici ce qu'elle répond. Et alors, est-ce que vous ne pensez pas que votre fils est un nouveau Jésus-Christ? Oh, alors, non, il n'est pas Jésus-Christ, mais il pourrait changer le monde quand même. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle participe activement au projet du fiston. Il lui faut 4 batteries pour partir. Alors, j'ai passé au garage, j'ai dit, j'aurais voulu une batterie, mais j'ai dit qu'elle était un petit peu plus forte que les autres. Ah, mais il me dit, j'en ai une. Alors j'ai dit, avec cette batterie-là, et plus celle de sa voiture, c'est 4 batteries, il n'y a pas de problème pour qu'il démarre. Il démarrera quand il voudra. Jean-Claude n'a pas de diplôme dans ce domaine, il n'a aucune connaissance en ingénierie. Alors comment la conception du Ladritan lui est venue? Est-ce que c'est comme ça, téléchargé dans sa tête? Est-ce que c'est une vision? Mais peut-être que par télépathie, j'ai été aidé par un extraterrestre pour construire cet appareil. À partir du moment où je ne suis pas tout à fait d'accord avec les théories de M. Newton, je risque de bousculer les tabous, les choses reconnues qui en fait ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Et si quelqu'un vous demandait les plans pour construire un tel engin, les donneriez-vous? Je n'ai pas fait de plan pour construire cet appareil. En fait, il suffisait que je me concentre le soir pour avoir mon travail du lendemain qui me venait dans la nuit sans aucun plan. On retrouve souvent dans les propos de Jean-Claude des mots de science qui traînent à droite à gauche, des mots qu'on entend plutôt dans la science-fiction. On voit qu'il a établi un champ lexical qui mêle tout ça. Mais avant de tenter la grande aventure, l'artisan spationaute essaie son vaisseau sur la Charente dans des conditions de navigation quelque peu différentes de l'océan Atlantique. Alors pourquoi tester la soucoupe sur l'eau? Vous allez mieux comprendre par la suite. Après ça, Jean-Claude est officiellement devenu le fou du village à Germinac. Alors, c'est pas très sympa de traiter quelqu'un de fou. Maintenant, on peut aussi se mettre à la place des habitants. Ça fait 15 ans qu'ils voient un mec avec sa maman, son beau-père, mettre tout leur argent dans une soucoupe volante dans le jardin pour finalement la foutre à la flotte dans la Charente et se mettre dessus et voir le machin qui prend à moitié la flotte. C'est étrange. Attention, on passe au grand départ, décembre 1983. Après des mois de prépa, Jean-Claude embarque avec sa soucoupe à bord d'un navire de la Compagnie Générale Maritime en direction de Dakar. Avec sa soucoupe dans un bateau pour aller à Dakar. Je suis pas sûr qu'on ait bien conscience du côté surréaliste de la vie de ce mec. À peine arrivé, la douane traîne, les formalités s'enlisent, lui il attend, les jours passent et enfin tout est prêt. Boîte de conserve, café, riz, pâtes, réchaud à gaz. Un bateau de pêche l'emmène, lui et sa soucoupe au large et l'abandonne en pleine mer. C'est la demande de Jean-Claude. Et ensuite, plus rien, hein. C'est vraiment, il y a l'océan à perte de vue, il a vraiment été abandonné dans sa soucoupe qui flottille au milieu de l'océan. Et il y a une petite différence, j'attire votre attention dessus, hein, entre du fleuve ou de la rivière, tel que la Charente, et l'océan, surtout le milieu de l'océan. Ce qui est différent, c'est vraiment les conditions météo, principalement, et le fait qu'on ne puisse pas descendre et faire 3 brasses pour atteindre le rivage. Ce voyage interstellaire va se transformer en 90 jours
de cauchemar sur la flotte. Jean-Claude réalise qu'il est dépassé par la navigation, il n'y connaît rien, il est impuissant face aux secousses de l'océan Pacifique, il a une fuite, il doit écoper la flotte toutes les 2 heures, il s'organise très mal au niveau de sa survie, bref, il va pas bien Jean-Claude. Alors il survit notre Jean-Claude, il va manger des poissons, il pêche un petit peu, il va manger des algues, il va même faire une grosse prise, hein, un peu costaude. Un petit requin, c'est énorme, ça peut être une bonne nouvelle, sauf que la chair de requin va le rendre complètement malade. Et il va être secouru heureusement par un cargo, l'équipage va le retaper, va lui proposer de le ramener sur la terre ferme, mais Jean-Claude refuse. Il va continuer, puisque lui dans sa tête, c'est un élu et il a une mission quand même. Donc ça montre là aussi à quel point il croit profondément à tout ça, il vient de frôler la mort. In extremis, il vient d'être sauvé et retapé, on lui dit allez on te ramène à terre mon pote, il fait bah non. Non, c'est bon, j'y retourne. Là, ça va le faire. Il veut continuer. Il retourne à l'eau dans sa soucoupe. Le gars, je veux dire, qu'on a découvert dans l'émission Striptease bien plus tard, c'était pas un blagueur. C'était pas juste, je vous l'ai dit, un simple farfelu. Quand on a préparé cette vidéo, Loïc qui est derrière la caméra, il fait « Mais en plus, il y avait personne qui le filmait. Il avait même pas un truc d'ego de se dire « Non, je vais pas lâcher mon projet. » C'est vraiment pour lui. C'est de la conviction pure et dure. Les semaines passent. Et elles vont le mettre en danger, hein, le manque de nourriture, les maladies de peau, et le 26 mars 84, un navire espagnol le repère et met fin à ce cauchemar. Jean-Claude est sauvé de nouveau, et le lendemain, le journal Sud-Ouest va titrer « Les Bermudes en solitaire, un drôle de Charentais et sa soucoupe flottante ». C'est là qu'il va entamer le projet qui va le rendre célèbre jusqu'au national, la construction d'une 2e soucoupe. C'est celle que vous avez peut-être déjà vue à la télévision ou en vidéo ou même sur TikTok, hein. Il y a des extraits de ça maintenant qui circulent. Les plans de sa nouvelle soucoupe ressemblent beaucoup à ceux de la première. À un détail près, cette fois, elle décollera directement depuis le jardin. Finalement, la mer, il en a eu assez, vaut mieux partir de la maison. Le triangle des Bermudes, ça doit être assez puissant pour le faire décoller comme ça. Ça doit être pratique d'avoir des solutions instantanées comme ça. On a coupé le noyer parce que le triangle des Bermudes, le voilà là. Et pourquoi vous l'avez coupé ? Je vous dis que les triangles des Bermudes se trouvent là. Et l'engin, quand il va partir... Une chose est sûre, c'est que lui, il n'a pas à s'encombrer d'un système de propulsion qui fasse décoller la soucoupe, puisque en fait, c'est depuis le triangle des Bermudes que ça va être attiré. Enfin, c'est les extraterrestres qui vont gérer cette partie-là, hein. La plupart d'entre nous, on a découvert Jean-Claude avec l'émission Striptease, diffusée en 93, mais en réalité, il est apparu dans les médias français dès 92, dans l'émission Coucou, c'est nous, présentée par Christophe de Chavannes. Nous venons de voir un système de câblage fortement sophistiqué, je l'ai dit. C'est obligé. Comment cette télépathie peut-elle passer par ce câblage? Eh bien, c'est parmi les petits secrets que je me garde quand même. Mais je peux vous dire que mon flux est des données adéquats comme celle-ci. Voilà le tableau de bord, hein, c'est ça. Le tableau de bord d'un des 3 moteurs. Hein. Pas une carte à puce, hein. Attention, hein. Ah non, il y a que du domino. Hein. C'est de l'authentique. Hein. Passer à la télévision, pour lui, c'est devenir une petite vedette locale et c'est surtout une reconnaissance de son travail aux yeux du grand public. Il n'a pas le second degré. Tout le monde se marre au plateau, mais lui, il perçoit pas que c'est de la blague. Il est imperturbable, il défend son projet avec conviction en fait. Il n'est pas... Vous savez, ça me rappelle un peu le film Le Dîner de Cons. Dans Le Dîner de Cons, quand on voit Jacques Villeray, il incarne pas un con dedans. Il incarne un naïf qui est convaincu de quelque chose. Et c'est nous autres qui le trouvons con. Eh bien, là, c'est un petit peu pareil. Lui, quand il est dans Coucou, c'est nous, il ne se rend pas compte de la moquerie. Pour lui, on reconnaît enfin son travail. Et c'est dans cette émission qu'il va annoncer une date de départ. Dans 1 an, sa soucoupe s'envolera. Je pense être prêt, mais pour mes premiers essais, septembre-octobre 93. 1 an. Pas avant. Ouais. Vous savez, c'est du boulot, hein. Alors c'est probablement suite à ce passage télé que l'émission de télévision belge Striptease a commencé à s'intéresser à Jean-Claude. Une chose est sûre, en tout cas c'est cette émission qui a fait grimper la notoriété de Jean-Claude. Sans voix off, sans commentaire, on découvre le quotidien de cet homme, un homme persuadé d'être un hybride, fier de sa soucoupe et de la mission qu'il doit accomplir. Heureux de l'expliquer. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien, hein. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Bon, il est là, mais il n'y a jamais eu de plan de fait, hein. Et puis, c'est une conception qui me vient comme ça. Ah, si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Pour sa maman Suzanne et pour lui, c'est un projet sérieux, le projet d'une vie. Et avec cette assurance et cette fierté non dissimulée, ils expliquent que ce sont des êtres à part. Des personnes un petit peu au-dessus du lot, au-dessus du rang, parce que eux, ils ont accès à un monde que nous, on ne connaîtra pas.
comme les Balkany. On veut rentrer en contact avec des êtres extraterrestres ou autres. Moi j'aimerais bien, mais enfin, Mais il peut y avoir des bons comme des mauvais. Et puis si ça se trouve même des prédateurs des hommes qui seraient bien contents de se nourrir éventuellement de nous en plus, pourquoi pas. Alors, il y a un autre moment remarquable dans le reportage qui a fait aussi la notoriété et même le titre de cette émission de striptease, qui a pas grand-chose à voir avec tout ce qu'on raconte depuis le départ, c'est le perroquet de Suzanne. j'ai eu un perroquet aussi, qui est toujours dans ma boîte là, et qui sera avec moi quand je mourrai. C'est lui. Et voilà. Il était si mignon. J'aime mieux pas. Mais vous savez, il y a 24 ans là qu'il est là-dedans. Voilà, c'est de là que vient le nom du reportage, la soucoupe et le perroquet. Après la diffusion du reportage, tous les médias se sont engouffrés dans la brèche et Jean-Claude s'en est donné à cœur joie pour faire visiter sa soucoupe, raconter son histoire à ceux qui voulaient l'entendre. Je vous en prie, montez dedans. Dans un premier temps, pour vous laisser aborder, je me mets sur la couchette. Il faut d'abord donner du fluide sur le tableau de bord qui est à votre droite. Alors là, à ce moment-là, je me concentre, je donne un peu une sorte de phrase clé, si vous voulez, à la mise en route du fluide dans les sphères. Je fais tous les jours comme ça, je ne sais pas si c'est la bonne solution, peut-être bien. Et bien avant qu'Internet s'empare du phénomène dans des blogs, des vidéos, des forums, etc., des curieux faisaient déjà une sorte de pèlerinage jusqu'à la soucoupe. Pendant des années, des dizaines d'adeptes, souvent des fans de l'émission Striptease, ont traversé le pays pour rencontrer l'inventeur. Et ensuite, avec l'explosion d'Internet, ce phénomène s'est amplifié. Évidemment, il y a des gens qui doivent rigoler, non? Qui doivent se moquer de vous. Oui, mais je le vois d'entrée. Avant qu'il n'ouvre la barrière, en fait, je vois facilement si quelqu'un se moque de moi ou s'ils ont des rires entre eux. Vous savez, souvent, ça se coupe court. À ce moment-là, la visite est ultra rapide. Ils sont ressortis avant d'avoir compris quoi que ce soit parce que je perds pas mon temps. Mais sinon, ça ne vous atteint pas, ça vous touche pas? Oh, vous savez, je crois que d'abord, de toute façon, tout inventeur a toujours été un petit peu... Faut qu'il s'habitue au colibé, hein. Faut s'y attendre, hein. Moi, ma destinée, bon, ben, c'était de faire une soucoupe. D'ailleurs, j'en ai fait 2. Et pourquoi pas 3 si j'ai un résultat positif avec la seconde. Pourquoi pas 3? Mais alors une plus grande, alors toujours plus grande. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vole. Cette soucoupe doit voler. Si elle ne fait pas son voyage aux Bermudes, pour moi, c'est cuit. Il n'y en aura pas d'autre. Finalement, la seule chose qui m'atteindra, je peux vous dire, même si je dis le contraire parfois, c'est vraiment si j'avais un échec total. Mais je n'ai pas un échec total. Ça m'a apporté du bonheur, ça m'a apporté des années d'espoir. Il y en a qui seraient prêts à payer très cher pour avoir des années d'espoir. Si on se pose un petit peu, qu'on écoute tout ça, on comprend aussi que c'est pas juste pour rêver ou pour incarner sa mission que Jean-Claude s'est lancé dans ce projet. C'est aussi pour échapper à sa vie et c'est probablement pour échapper à une vie rêvée qu'il n'aura jamais. Vous vous rendez compte à quel point ça peut faire un masque sur la réalité pour éviter de regarder avec introspection qui on est vraiment, d'où on vient vraiment et où on va. Là, d'un coup, tout est rêvé. On est à l'intérieur d'un scénario fantastique. Il m'avait amené 3 ou 4 jolies femmes là, et il est venu me les présenter. Oh putain, j'ai dit t'en laisser tomber ça. Ben oui, mais qui dit, si je veux faire ma soucoupe, je peux pas faire ça et avoir une femme. En 1996, puisque le rendez-vous était pris depuis un petit moment, les journalistes partent à la rencontre de Jean-Claude pour voir si finalement il a déconné ou pas. C'est pour ça qu'avant la fin de cette année-ci, je dirais même avant la fin octobre, j'aurais fait une tentative qui donnera ce qu'elle donnera, parce que mes tentatives de l'année 94 se sont soldées par des échecs, dont une qui a failli faire brûler la soucoupe d'ailleurs. Oh. J'ai fait 3 essais en 94. Et alors? Et aucun des 3 n'a été satisfaisant. Oui, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Vous avez un petit peu décollé? Alors, au premier essai, il s'est passé que c'est rien passé du tout d'abord, ce qui est un peu inquiétant. Et il s'est avéré que mes branchements n'étaient pas d'une qualité terrible. Alors, au deuxième essai, j'avais modifié mes branchements. C'est les batteries qui ont failli exploser. Alors, j'ai remodifié une 3e fois mes branchements et c'était les sphères qui chauffaient. Bon, sans surprise, pas tout à fait. Ces échecs, ce ne sont pas juste des ratés techniques, ils lui prennent quelque chose de plus profond finalement à Jean-Claude. On le voit, ces échecs lui volent son rêve. Parce que moi je pense que ou bien je vais réussir à faire voler cet engin, ou bien alors il va carrément rester sur place en refusant de bouger. Et à ce moment-là?
Et bien à ce moment-là, je vais faire une croix dessus. Non. Si. Si, parce que j'ai plus d'idée. Je suis rendu au plafond de mon... C'est grave ce que vous dites. Non, c'est pas grave. Ça reste ma chambre. Ça reste plein de trucs, en fait. Pour moi, cet engin n'est déjà pas un échec. Ce qui compte, comme disait Pierre de Coubertin, finalement, c'est de participer. Hein, c'est pas tellement de gagner, mais si on gagne, c'est mieux. Et je pense sincèrement que c'est là que Jean-Claude est rentré dans une forme de déni. Les années ont passé et il nourrit son propre récit d'éléments pour le rendre encore plus palpitant. Il y a par exemple l'arrivée de Suzy dans sa vie. Je ne suis plus tout seul déjà. C'est-à-dire? Bah, je suis deux. Bon, j'ai cru que vous étiez marié. Non, je suis deux. Je suis une personne double. C'est-à-dire qu'en fait, je peux dialoguer sans parler avec un esprit qui est toujours à mes côtés. Vous appelez ça comment? Elle a un prénom féminin, l'autre. L'autre, je l'appelle Suzy. Vous voulez dire que votre... Comment vous m'avez dit? Oui, mon moi intérieur, disons ce nouveau moi qui s'est révélé à moi, serait féminin, je l'appelle Suzy. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur Suzy, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur elle, sur qui elle est. Je ne vais pas m'attarder non plus sur quelque chose d'un peu troublant, c'est la ressemblance de prénom entre Suzy et le prénom de sa mère, Suzanne. En tout cas, d'un côté, il explique qu'il ne veut pas trop s'entourer d'une femme, parce que ça va le ralentir dans son projet, dans sa mission, mais en même temps, il s'entoure de Suzy. Bon, on n'a pas trop d'informations dessus. La question, c'est... qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura réussi sa mission? Qu'est-ce qu'il va faire quand il aura touché son but? C'est quoi ses projets après le décollage, après avoir réussi tout ça? Fonder peut-être une famille, oui, pourquoi pas. Les choses se font à leur heure. Si Suzy est d'accord. Si Suzy est d'accord, mais Suzy sera peut-être plus là à ce moment-là. Suzy, qu'elle te dise que n'est pas la peine que tu aies des drôles parce que je veux pas les borser et m'amuser à me casser la tête tout le temps. Ah, mais s'il y a les drôles, j'espère bien qu'il y aura la maman quand même. Ah, les drôles des enfants? Oui, oui. Mais les enfants ne se font pas seuls. De toute façon, je ne pourrais jamais faire un enfant tout seul. Hein? Non. De toute façon, il faut être deux, dans cette affaire-là. Oui, d'accord, mais t'es stérile? Non, mais... On a beaucoup parlé d'argent, et je vous disais que lui-même investissait tout son argent. Mais au village, ça jase. Il y en a beaucoup qui pensent que Jean-Claude fait ça pour l'argent de son beau-père, Adrien Redon, qui n'est pas un homme sans ressources. S'il y a bien un point qu'on n'avait pas encore soulevé volontairement, hein, évidemment, c'est le coût de fabrication de la soucoupe. Elle coûte cher, parce qu'elle n'est pas faite en carton, hein, mon pote. Elle est faite en cuivre, avec des circuits électriques, ça a un prix, et Jean-Claude met le moindre centime qu'il gagne dans sa conception. Donc ainsi que sa mère et son beau-père. Cet homme, on ne le voit pas vraiment sur les vidéos, on n'en parle pas trop, mais pourtant, ça a été toute une histoire. À son retour de la guerre, en 1945, Adrien Redon, sourd et muet, est pris en charge par son frère Julien. Comme il vit entièrement sous la responsabilité de son frère, Adrien ne touche jamais à son salaire qui est vraiment directement déposé sur son compte bancaire et ça s'accumule comme ça au fil des mois. Ces mois deviennent des années et en 1979, son frère décède, Adrien se retrouve seul avec un compte en banque très bien rempli. Après la mort de son frère, Suzanne se serait rapidement rapprochée d'Adrien et quelques mois plus tard, le couple annonce leur mariage. Dans le village, c'est le scandale. Adrienne Boutin, la fille de Julien, n'a pas digéré l'histoire. Elle aurait dit « Depuis que mon père est mort, elle lui a mis le grappin dessus pour récupérer le pactole ». La famille Redon et même le maire de Germignac s'opposent au mariage pour abus de faiblesse. Mais si Adrien Redon est sourd et muet, il n'est pas analphabète, c'est pas un illettré, légalement ça ne tient pas et le couple se marie. Et effectivement, le beau-père, comme Suzanne et Jean-Claude, aura largement payé les frais de la soucoupe volante. Par la suite, après sa vague de notoriété, Jean-Claude disparaît des médias. Plus de reportages, plus d'interviews, silence radio. Qu'est-ce qu'il est devenu? Autant vous prévenir, c'est assez effroyable. Jean-Claude n'est pas qu'un doux rêveur. Suzanne meurt en 1999, donc quelques années après son mari Adrien, et à sa mort, les tensions familiales persistent et la famille d'Adrien refuse qu'elle soit placée dans le caveau à côté de son mari. Fidèle aux dernières volontés de sa mère, Jean-Claude va lui déposer son perroquet empaillé dans son cercueil à elle, et entre les jambes de sa mère, il va glisser un petit porte-monnaie avec des pièces à l'intérieur, en disant que c'est un petit butin pour les passeurs sur la barque des morts. Jean-Claude, lui, a tout prévu pour son propre départ. Il a investi dans un beau caveau, 2 places, dont il est très fier. La première était pour sa mère, évidemment, et la seconde lui est réservée. Il dira « J'espère que quelqu'un à ma mort mettra 3 ou 4 pièces de monnaie dans ma poche », sûrement pour la même croyance. En 2004, une femme du voisinage se plaint auprès de sa tante
d'avoir été agressé par Jean-Claude 20 ans plus tôt. C'est le point de départ d'horribles révélations. Les langues vont se délier, le monde va se mettre à parler, à témoigner de ce qu'ils ont vu il y a bien longtemps. La machine judiciaire est lancée et Jean-Claude va avouer tous ses crimes. Il dira beaucoup plus tard, « Dans nos villages, il y a toujours quelqu'un pour vous voir. » Et en effet, tout le monde savait et personne ne disait rien. Sans rentrer dans les détails sordides, je vais quand même raconter en substance ce qu'il s'est passé. Vous pouvez vous épargner ça en sautant le prochain passage. En tout, ce seront 5 fillettes de 6 à 14 ans qui vont être les victimes de ces agressions entre 1986 et 2004, dont 2 de ses nièces et des voisines. Jean-Claude est condamné par la cour d'assises de Saintes à 10 ans de réclusion criminelle, assorti de l'interdiction de séjour à Germignac pendant 5 ans. Pendant son séjour derrière les barreaux, sa maison est vandalisée. Des curieux et des fans fouillent la maison de fond en comble, récupèrent aussi des objets cultes de l'émission Striptease, mais aussi des souvenirs de famille de Jean-Claude. La soucoupe est également vandalisée. Jean-Claude sort de prison en 2012 et pour lui évidemment impossible de retourner à Germignac. C'est ici que la piste et l'histoire de Jean-Claude pourraient s'arrêter, mais un homme a décidé de mener une enquête. Jean-Charles Chapouzet, journaliste et historien, va donc retracer l'histoire de Jean-Claude dans un livre nommé « Mauvais plan sur la comète ». Il part à la rencontre de Jean-Claude pour découvrir ce qu'est devenu le fou du village. Et c'est grâce à ce journaliste que nous savons que Jean-Claude ne vit plus aujourd'hui à Germignac. À ce que j'ai compris, il est parti vivre du côté de Bordeaux, très chichement, avec une petite retraite de 650 € par mois, plus quelques allocations de solidarité et les revenus du viager de l'ancienne maison. Il ne possède plus grand-chose de sa vie d'avant l'incarcération, si ce n'est que 2 ou 3 photos de sa mère qui seraient cachées dans un tiroir. Jean-Claude ne remet pas aujourd'hui en question sa condamnation. Il reconnaît volontiers sa culpabilité et les vies qu'il a brisées, mais il a quand même une fâcheuse tendance à rejeter la faute sur son obsession pour la soucoupe. Il affirme qu'elle l'aurait déconnecté de la réalité, donc finalement c'est une façon commode d'esquiver le 100% de responsabilité. C'est pas complètement de sa faute. C'était fou pour nous de gratter le vernis d'une vidéo où on rigolait au départ, cette vidéo de striptease qu'on avait vue en entier, dont on voit encore une fois repopper aujourd'hui les extraits sur Instagram, sur Twitter. C'était fou en grattant de découvrir l'histoire d'un mec qui avait travaillé 6 ans sur les bateaux, qui avait construit une première soucoupe, on n'était même pas au courant, qu'il avait foutu dans l'océan quand même. Je veux dire, il a pris le risque de mourir pour son truc, il était revenu, il a fait ça, et puis finalement c'était un agresseur de longue date. On se serait jamais dit que derrière cette petite moquerie qu'on faisait dans l'émission Striptease, il y avait cette histoire-là. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Detective Box d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description et surtout bénéficier de 10% de réduction sur votre achat directement en passant par notre lien. À très bientôt, ciao.